Aujourd'hui, nous allons parler du monde municipal avec M. Alain Rivard, qui a passé 4 décennies à l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. Je vais te parler cette semaine du parc La Framboise. Tu sais, quand on a reçu Claude Marchessault, j'ai parlé un petit peu du début des sports avec le parc La Framboise. Je vais te parler plus particulièrement de 2 infrastructures municipales, qui est la piscine et l'aréna. La piscine, elle a été construite au début des années 30, mais il y a eu une pétition en 1922 provenant de 300 citoyens qui demandaient que la ville construise une piscine. Pourquoi qu'ils demandaient ça? Bien, parce qu'il y avait un motif de santé publique, de sécurité publique, parce qu'il y avait des noyades dans la rivière, puis un motif d'hygiène aussi. Puis quand tu dis des noyades dans la rivière, c'est qu'on se baignait dans la rivière, oui. Dans des bacs, il y avait quelque chose? Oui, bien là, ça, c'est au 19e siècle. À un moment donné, il y avait comme un bac qui était aménagé, mais spontanément les gens pouvaient aller se baigner dans la rivière. Okay. Fait qu'il y a eu un certain nombre de noyades. Donc, l'aménagement de piscines par les villes, ça vient amener un élément de sécurité publique. Alors, il y a cette pétition-là en 1922. L'autre date importante qui dans ce dossier-là, c'est 1926, où T.D. Bouchard va offrir ses terrains qu'il a achetés de Georges Casimir Dessol, une partie de ses terrains à la ville de Saint-Hyacinthe. Il les donne carrément à la ville de Saint-Hyacinthe, mais dans le but qu'à un moment donné, il soit remis à la Société d'agriculture. En cette même année, en 1926, c'est là qu'on va aménager le parc des Pins. Alors, la piscine, elle vient un petit peu plus tard, en 1929. 1929, on commence à la construire, mais on n'est pas capable de la terminer. Elle se termine en 1930, mais entre les 2 ans, il y a eu des élections municipales. Alors, la piscine est devenue un enjeu important lors de ces élections-là. T.D. Bouchard voulait terminer la piscine, puis son adversaire, qui était le docteur Pagé à l'époque pour les conservateurs, lui disait « Si je t'ai élu, la piscine, je mets de la terre dedans, puis on n'ouvre pas ça. » Finalement, c'est le docteur Pagé qui a été élu, mais il n'a pas rempli la piscine. Au contraire, le conseil municipal a voté des crédits supplémentaires. On a terminé l'aménagement de la piscine autour. On a bâti le pavillon, où c'était écrit « Piscine Pool ». Puis c'est M. Pagé qui a coupé le ruban pour inaugurer la piscine. On a une piscine depuis ce temps-là, une super grosse piscine qui contient 450 000 gallons d'eau. C'était la plus grosse au Québec à l'époque. Au Québec, oui, une des plus grosses au Canada. Puis il y avait des gens qui venaient de Montréal, d'un peu partout, pour venir se baigner dans cette piscine-là. En 1936, tu sais que le Clairon appartenait à T.D. Bouchard. Bien, le Clairon, il commence à faire une cabale importante pour faire la promotion du hockey, parce qu'ils ont en vue, à un moment donné, de faire passer le projet d'Arena. Donc, en 1936, le Canadien de Montréal fait une espèce de concours pour trouver qui sont les meilleurs joueurs de hockey au Québec pour amener des nouveaux joueurs au sein de leur équipe. Puis, le Clairon va faire un concours. Qui est le meilleur joueur de hockey de Saint-Hyacinthe? Il va y avoir Oscar Robuchon qui va être nommé, mais c'est Roland Bibeau, le frère de Léo Bibeau, qui va gagner le concours puis qui va aller jouer une partie d'exhibition avec le Canadien de Montréal. Mais il y a une stratégie très importante du Clairon pour mettre la table à ce projet-là, qui va finalement arriver en 1937. Les autorités municipales présentent un projet à la population lors d'une assemblée de construction de l'aréna sur les terrains de la Société d'agriculture, parce qu'entre-temps, les terrains avaient été remis à la Société d'agriculture par la ville de Saint-Hyacinthe. Et là, on parle d'un projet de 75 000 avant de commencer la construction, parce que c'est un projet important. La ville adopte un règlement. Il y a un règlement d'emprunt aussi là-dedans. La ville doit emprunter 100 000 pour faire ce projet-là. Et comme c'est important, bien, on va soumettre ça à un référendum auprès de la population. Alors, le projet passe. Il y a 75 % des votants. À ce moment-là, c'est des propriétaires qui votent. Ce qui est intéressant, c'est que quelques jours après le référendum, à la une du Clairon, on indique en grosses lettres, voici le nom des gens qui ont voté contre notre jeunesse. Ils disent ça comme ça, qui ont voté contre notre jeunesse. Là, ils défilent les noms de tous ceux qui ont voté contre. Fait que ça jouait dur à l'époque. Ça jouait dur. On ferait pas ça, je pense, aujourd'hui. Fait que finalement, l'aréna, le chantier se met en marche, puis l'aréna va être terminée à l'été 1939. Le premier événement qui va se tenir là, c'est l'exposition agricole. Et ensuite, il va y avoir les Gaulois de Saint-Hyacinthe, qui c'est la première équipe intercité, qui porte le nom de Gaulois, qui va jouer la saison 1939-1940 dans ce stade-là.
tout nouveau. Ensuite, les Canadiens de Montréal vont venir faire l'inauguration officielle du stade le 5 février 1940. Et là, ils vont tellement être apprécier les installations que pendant un certain nombre d'années, dans les années 40, ils vont venir faire leur camp d'entraînement à Saint-Hyacinthe. Alors, pour les gens qui vont aller voir l'aréna, quand vous ferez un tour là, levez les yeux au ciel pour voir, il y a deux espèces de faux reliefs en hauteur. Ouais, ouais. D'un côté, il y a un joueur de hockey. De l'autre côté, ben, il y a comme un agriculteur avec une faux. Pourquoi c'est là? Parce que, justement, l'aréna a bénéficié de sommes d'argent qui venaient du gouvernement provincial, du ministère de l'Agriculture, qui a, dans le fond, contribué pour l'ordre de 50 000 $ pour la construction de l'aréna. Bien, d'abord, il faut se rappeler qu'en 1976, l'ex-cité de Saint-Hyacinthe s'est regroupée avec 3 petites municipalités qui sont Douville, La Providence, Saint-Joseph, pour faire la nouvelle ville de Saint-Hyacinthe. C'est dans la foulée de ce regroupement-là que j'ai pu obtenir un poste au sein du service des loisirs de la nouvelle ville de Saint-Hyacinthe. Toi, tu nous arrivais de Trois-Rivières. Hein? Ouais, moi, je exact. t'ai côtoyé là-bas. Oui, à Trois-Rivières. Oui, j'ai fait mes études là. En récréologie. Exactement, oui. Ma formation initiale. Et puis, on a ouvert des postes au niveau du service des loisirs, compte tenu, évidemment, que le service prenait de l'importance. Là, on greffait 3 municipalités à la cité. Alors, dès lors, la taille de l'organisation, les effectifs, évidemment, le budget et tout ça s'en est trouvé augmenté de façon importante. C'est M. Grégoire Girard qui avait, si on veut, orchestré à l'époque la fusion. La fusion. Il l'a accompagné un certain temps. Par la suite, il a été remplacé par M. Hamel. Et bon, il y a eu une succession là, de maires que j'ai côtoyé, certains de plus près que d'autres. Davantage, évidemment, vers la fin de ma carrière, avec M. Réaume et M. Bernier. OK. Mais à ce moment-là, tu es devenu là, un cadre supérieur de la ville. En fait, j'ai toujours été employé cadre parce qu'au service des loisirs, traditionnellement, les postes qu'on y retrouve, les gens sont appelés à travailler en soirée, la fin de semaine, tout ça, c'est plus pratique, si on veut, d'avoir un statut d'employé cadre. Alors, c'est encore pas mal comme ça aujourd'hui, soit dit en passant, ça n'a pas changé par rapport à ça. Alors, j'ai commencé comme ça. J'ai fait différents postes au sein du service des loisirs. Et pour arriver à des postes de direction, il a fallu attendre à 1982, alors qu'il y a eu une réorganisation administrative à la ville, justement. Qui coïncide avec l'arrivée de Clément Réaume. Exactement, qui coïncide avec l'arrivée de M. Réaume. Qui, on le sait, s'était bâti une réputation, lui aussi, à travers le sport et les loisirs. Donc, cette réorganisation-là a fait en sorte que je suis devenu directeur du service des loisirs en 1982, poste que j'ai occupé pendant à peu près 5 ans, avant de traverser, on appelait ça comme ça, nous autres, traverser la rivière, parce que les bureaux étaient sur la rue Saint-Charles. À la Providence. À l'ex-hôtel de ville. L'ex-hôtel de ville. Exactement. Pour m'installer à l'hôtel de ville comme directeur général adjoint. Bon, alors c'est un peu ça, rapidement, qui est mon cheminement à l'intérieur de l'organisation de Saint-Hyacinthe, mais ce cheminement-là a été aussi fortement influencé par une évolution rapide de l'administration mascoutaine. Après le regroupement de 1976, la ville a dû prendre des décisions importantes à plusieurs égards, notamment au niveau de ses finances. Pour toutes sortes de raisons, il y avait eu du développement de façon importante dans les années 60, 70, début des années 80, qui ont en quelque sorte amené le niveau d'endettement de l'organisation peut-être un peu plus élevé qu'on l'aurait souhaité et qui commençait à hypothéquer la capacité d'investir de la ville. Moi, je dirais que c'est à cette époque-là qu'il y a vraiment eu un virage au niveau de l'organisation municipale de Saint-Hyacinthe. Non pas qu'avant, les gens ne se souciaient pas de ces éléments-là, au contraire, mais avec le temps, le conseil de ville et l'équipe de cadres, ça fonctionnait, disons, peut-être un peu plus en parallèle, alors qu'à partir de la fin des années 70, début des années 80, c'est pas quoi Saint-Hyacinthe, c'est
partout comme ça, le rôle de l'élu s'en est trouvé modifié de façon relativement importante par son implication, la formation de commissions, l'implication du maire dans les activités administratives de la ville. De plus en plus, il y avait un rapprochement entre les deux entités. Alors, il y a ce qu'on appelle le politique et l'administratif. Et moi, j'ai été témoin de ça et je me suis forcément ajusté à cette nouvelle réalité-là vers la fin des années 80. Pour avoir reçu Claude Marchessault dans une autre émission, Claude nous parlait de l'OTJ centrale et des loisirs de Saint-Hyacinthe et des loisirs de Saint-Hyacinthe incorporés, puis de l'œuvre des terrains de jeu qui s'en suivaient, etc. Et là, tout à coup, on arrive dans les années 80 à un service des loisirs organisé, professionnel, etc. Parce que je me souviens, le premier directeur des loisirs était M. Michon, qui était un ancien policier. Donc, c'était comme on essayait de créer quelque chose au centre culturel, etc. Et donc, ça a évolué. Mais est-ce que tous les services ont un peu évolué dans ce sens-là? On s'est organisé. C'est un peu la suite à la Révolution tranquille aussi, où on a commencé à avoir des personnes compétentes, des personnes avec des formations, puis Mais il faut toujours se rappeler que, aux yeux de la population, le lien avec la municipalité à l'époque, c'est pas de banaliser les affaires, mais c'est de se le rappeler. La collecte des ordures, le déblaiement de la neige, la sécurité, la police, puis l'incendie. Au-delà de ça, les gens étaient pas très revendicateurs. Mais avec le temps, évidemment, ça a pris de l'importance, comme je le disais tantôt. Dans chaque quartier, il y a eu des cellules qui se sont organisées. Et c'est là que la Ville a décidé d'offrir un support administratif et professionnel à ces corporations-là. Est-ce que ça viendrait de l'incitation du gouvernement provincial qui jetait une responsabilité au niveau des villes? Parce que le gouvernement s'occupe au niveau scolaire de l'éducation, mais quand tu arrives au niveau des loisirs, le gouvernement provincial s'est jamais à peu près occupé de ça. Il fournissait des locaux, puis c'est à peu près tout. Les municipalités sont des créatures du gouvernement, on le sait, très encadrées par de la réglementation et tout ça. Aujourd'hui, ça s'est assoupli parce que les maires ont fait des représentations pour avoir davantage d'autonomie, mais c'est effectivement le cas. Il y a eu beaucoup de programmes, d'activités qui ont été mises de l'avant par des municipalités avec l'aide des gouvernements, il faut le dire, à travers des programmes de création d'emplois, de subventions pour les infrastructures et tout ça. Mais les villes étaient responsables de l'organisation puis devaient faire en sorte de donner satisfaction à la population qui en demandait, évidemment, toujours un peu plus. Et on a vu au fil du temps des équipements sortir de terre à Saint-Hyacinthe un peu partout. Récemment, c'était plus les terrains de soccer, mais à une certaine époque, c'était les piscines, les terrains de balle, il y en a eu. Les centres communautaires, chaque quartier devait avoir son centre communautaire. Et aujourd'hui, ces infrastructures-là sont pour la plupart encore en place, ont été rénovées. C'est le cœur de chacune des entités paroissiales. Ça, à Saint-Hyacinthe, c'est assez unique. Quand on arrive vers 80, en quelle année tu es devenu directeur général? En 88. 88. Tu avais été pendant un an DGA. Un peu plus d'un an, oui. Adjoint, OK. Oui. Donc, à 88, tout change. Et là, tu tombes sous le règne de Clément Réaume. Comment ça se passe avec Clément? Avec M. Réaume, que je connaissais fort heureusement depuis plusieurs années, à travers le sport qu'on s'était côtoyé, l'implication bénévole aussi, à travers des championnats canadiens qu'on a tenus à Saint-Hyacinthe à cette époque-là. Ça serait pas malhonnête, mais ce serait injuste de dire qu'il n'y avait pas un préjugé favorable à mon égard. Je pense que je l'ai toujours su, je l'ai toujours aussi répété à ceux qui me posaient la question. Et lorsque l'occasion s'est présentée, on m'a fait confiance, à commencer par lui. Ça aurait pu ne pas fonctionner parce que, évidemment, je n'étais pas nécessairement prêt à ça autant qu'un autre aurait pu l'être parce que mes antécédents étaient strictement dans le domaine des loisirs à Saint-Hyacinthe. Mais étant mascoutin aussi, ça te donnait un gros avantage sur beaucoup
dans beaucoup d'endroits, on engage des DG venant d'ailleurs. Ils ont 1 an d'appropriation. Toi, toi, tu pourrais être là, te connaître depuis toujours, mais tu connaissais on dit souvent que les gens qui sont issus du domaine des loisirs, puis là, je prêche pas nécessairement pour ma paroisse, mais je peux l'affirmer pour l'avoir constaté ailleurs, que l'école des loisirs en est une excellente pour préparer quelqu'un à une direction générale. Parce que ça le dit, direction générale, on est spécialiste de rien, mais on peut parler d'à peu près n'importe quoi. Mais c'est surtout de savoir communiquer, de savoir responsabiliser, bien s'entourer et d'avoir ce qu'on appelle une chaîne de traitement de dossiers qui soit efficace. Moi, aujourd'hui, mon credo, c'est l'efficacité. J'essaie de faire en sorte que dans les organisations que je visite, celles-ci puissent au moins s'assurer d'un niveau d'efficacité qui va faire en sorte que l'élu va être satisfait, la population va être satisfaite et le cadre qui travaille à l'intérieur de cette organisation-là va l'être aussi. Quand toi, tu arrives, on est une ville, la fusion vient d'avoir lieu, la première fusion, 76, on tombe à une ville à peu près à 40 000 de population. Un peu moins. Un petit peu moins, 38 000, et une infrastructure conséquente. Et là, on grossit, on arrive avec la fusion de 2001, on tombe à 50 quelques mille, et ça grossit tout le temps. Mais c'est aussi parce que on se donne des mandats qu'on n'avait pas. Tu sais, comme tu nous dis, au début, on s'occupait des feux, de la police et des déneigements. Et là, on arrive, on commence à s'occuper d'urbanisme, on commence à s'occuper d'archives, on commence à s'occuper de différents domaines, là. Et est-ce que la Ville de Saint-Hyacinthe a pris le pli facilement? Facilement. Évidemment, par la taille, il y a des réalités qui s'imposent. Je veux dire, administrer une organisation de 32 000 qui passe à 52 000, c'est pas la même chose. C'est clair qu'il y a des effectifs à ajouter, des budgets grossissent. Mais on fait pas juste doubler. Non. On quadruple. D'ailleurs, il faut éviter le piège là, de faire entrer du personnel pour entrer du personnel au prétexte qu'on est plus nombreux puis qu'il y a des études qui démontrent que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut mettre en place une structure qui va être efficace, qui va faire, entre guillemets, la job. Mais oui, au même moment, les gens ont plus d'attentes. Les gens questionnent d'avant. Et c'est correct. Il faut davantage communiquer. Donc, au niveau des communications, ça prend un plan de communication, ça prend des gens pour porter les communications. En urbanisme, c'est pas tout que de donner des permis. Bon, il y a des règlements, il y a du zonage, il y a des plans particuliers d'urbanisme, il y a un schéma d'aménagement. C'est toutes des notions qui sont arrivées au tournant de ces années-là, auxquelles les villes ont été obligées d'y aller, puis de faire ce qu'il fallait. Alors, tout ça, évidemment, avec ce qui existait déjà au niveau de la sécurité publique, de l'incendie et des travaux publics, a fait en sorte que les organisations municipales ont grossi de façon importante. Mais à la direction générale, le mandat, en tout cas, que je concevais être le mien, c'est de faire en sorte qu'on demeure compétitif, qu'on ait un rapport qualité-prix acceptable, donc un taux de taxation qui soit dans la norme et dans la moyenne des villes comparables, et que les gens soient satisfaits des services rendus. Donc à t'écouter, il y a comme trois cibles qu'il faut atteindre, c'est-à-dire répondre au ministère des Affaires municipales. Oui, parce qu'on est une créature des cités et villes, là. Ministère des Affaires municipales. Des Affaires municipales, OK. Ouais. Ensuite, il faut répondre aux attentes des citoyens. Et ensuite, il faut s'assurer que le budget et que les finances soient saines. Ouais, mais il y a comme trois éléments qui Puis sont très interreliés. Hein? C'est sûr qu'une municipalité qui a mis tous ses œufs dans le même panier, à un moment donné, confrontée à des choix, ça peut être difficile. Alors, il faut essayer de doser. Et moi, en tout cas, je constate aujourd'hui, près de 10 ans que j'ai quitté la direction générale de la ville, je constate qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu mettre en place est très largement encore existant. Évidemment, il y a eu des ajustements parce que à l'ère numérique, on le sait, les communications se font au quotidien, les gens sont très près de la chose municipale. Quand ça ne va pas, on a juste à voir certains projets qui
les gens réagissent rapidement, se font entendre et veulent être entendus et écoutés. Il y a de la consultation comme on en avait peut-être pas autant il y a une quarantaine d'années. Pas parce que les gens voulaient nécessairement cacher tout ce qui se décidait à ce moment-là. C'était dans l'air du temps. C'était pas culturellement. Pas, exactement. Puis la population n'était pas aussi curieuse qu'elle peut l'être aujourd'hui ou revendicatrice qu'elle peut l'être aujourd'hui. Et ça, c'est important de s'ajuster à ça. Toi, t'es arrivé, il y a eu la fusion de 76. Celle de 2001, ouais. Peux-tu nous raconter, là? Parce qu'on est sur le point de terminer notre entrevue, mais y a-tu des petites anecdotes autour de ça? Il faut encore une fois se rappeler que la fusion de 2001, c'est pas un geste volontaire des 6 municipalités concernées. C'est imposé. C'est pas 6 maires qui se sont rencontrés et disent, bon, on va faire une nouvelle ville avec tout ça. Il va y avoir des économies d'échelle, on va harmoniser toute taxation, on participe tous de la même chose, puis on profite tous de la même chose. Fait qu'on va... Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On se souviendra. Le gouvernement a souhaité que, ici à Saint-Hyacinthe, après discussion, je me souviens, c'était pas évident, tant pour la population concernée, que ce soit de Saint-Roy, Saint-Thomas, paroisse Notre-Dame ou Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, d'accepter comme ça, unilatéralement, ce regroupement-là. Le gouvernement avait dit, ben écoutez, là, le protocole de regroupement, si vous n'êtes pas capable de vous entendre, on va vous en proposer un, nous autres. Alors évidemment, les maires ont dit non, on ne se fera pas imposer un protocole de regroupement, on va le négocier nous-mêmes du mieux qu'on peut. Alors, ça a donné lieu à de nombreuses rencontres. Vous rappellerez des gens colorés. Oui, ben des gens qui avaient à cœur leur communauté, c'est clair, et qui n'avaient pas nécessairement l'impression que la ville de Saint-Hyacinthe, qui sortait d'une période un petit peu plus difficile financièrement, mais qui allait vers des jours plus heureux, là, parce que la dette était sur le point d'être remboursée, était le meilleur deal pour eux autres, là. Ils n'étaient pas convaincus de ça du tout. Alors, il a fallu, évidemment, y aller d'un certain nombre de concessions et de nombreuses discussions. Et finalement, bon, il y a eu l'entente parce que les gens préféraient une entente négociée, même imparfaite, que de s'en faire imposer une. Puis aujourd'hui, après toutes ces années, je pense pas que beaucoup de gens souhaiteraient revenir en arrière. Non, je pense pas. Je ne crois pas. C'est toujours... Aujourd'hui, on est une belle communauté. Les gens, évidemment, peuvent profiter aux mêmes conditions, tout le monde, d'investissement, d'infrastructures, d'une qualité de service dont on peut être fier à Saint-Hyacinthe. Mais c'est sûr qu'un regroupement dans des conditions comme celle-là, c'est jamais facile. Et là, nous, il y avait quand même plusieurs municipalités qui étaient concernées. Puis c'est pas la taille qui fait que la personne c'est moins important ou plus important. Chacune d'elles avait des préoccupations, des dossiers à sauvegarder, puis souhaitait sortir de cet exercice-là pas trop écorché. Pas trop écorché, non, je peux voir. Mais en terminant, je veux juste savoir, regarder avec toi, puis je veux pas te mettre dans une position de grand-mère, là, je te l'ai dit, je veux pas, tu sais, on disait dans le temps que Bernard Landry, il ne fallait pas qu'il parle il était sorti, etc. Mais là, Alain Rivard, lui, c'est quoi sa vision sur Saint-Hyacinthe actuellement et le futur qui s'en vient? Est-ce que tu penses que, parce que toi, tu étais là un passage et tout ça, c'est la suite des décisions que tu as prises? Avec les membres du conseil de l'époque, dont M. Bernier, que je salue au passage, il y a eu des gestes courageux de poser à cette époque-là, notamment l'entente intermunicipale sur les loisirs qui a été pas mal plus difficile à arracher et négocier que le regroupement. Parenthèse. Il y a eu ça, il y a eu le Centre des arts Juliette Lassonde, je pourrais en nommer plusieurs dossiers, mais aujourd'hui, le positionnement de la ville, à mon humble avis, là, est toujours aussi stratégique et intéressant et rempli de potentiel qu'il l'était. Ce potentiel-là n'a pas encore tout été exploité. On n'a qu'à penser au dossier Axel d'Or, qui va finir par aboutir à un moment donné. Je ne sais pas dans quel sens ça va aller, mais c'est clair que notre créneau, est toujours pertinent. Il faut continuer d'investir dessus.
Pour faire rapidement le rapport Nord-Centre-Ville, je pense, ensemble, on discutait il y a quelques jours du fait qu'au centre-ville, à toutes les 8, 9, 10 ans, il y a un nouveau dossier. Une nouvelle réflexion qui s'amorce. Actuellement, on a le chantier centre-ville. Bon, évidemment, il y a des décisions à prendre, ça ne fait pas l'unanimité, on ne peut pas baisser les bras. On a besoin de ce pôle-là qui soit dynamique, en santé, au même titre qu'actuellement, le secteur commercial Nord peut être en santé. Là. C'est une bonne nouvelle. Ce qui s'est fait là depuis 5 ans, c'est extraordinaire. Mais il faut qu'au même moment, la préoccupation de tout le monde se tourne vers le centre-ville pour faire, non pas un contrepoids, mais un juste équilibre entre nos deux entités commerciales. Puis historiquement, c'est au centre-ville que ça se passe. Je n'ai pas à t'expliquer ça. Non, je pense que... Le pôle culturel... On ne verrait pas une ville qui serait comme un trou de beigne, avec un trou de beigne au centre. Le centre-ville est indispensable. C'est indissociable, puis il y a une valeur inestimable qui peut-être qu'on n'a pas atteint encore tout son potentiel. Les récentes décisions du Conseil de mettre la main sur le monastère des Sœurs adoratrices de l'Église Notre-Dame, puis de l'ancien siège social de Desjardins, c'est pas encore transformé, mais la volonté est là, et ça, c'est porteur. Très porteur, puis en même temps... Je lève mon chapeau, c'est un bon coup de notre administration municipale des dernières... d'accord, c'est un très bon coup. Concerné. Oui, ça va être une vitrine pour la ville de Saint-Hyacinthe, ce pôle-là, et pour le centre-ville, évidemment. OK, donc je vois ton positivisme pour l'avenir de la ville. Absolument. Puis j'aimerais te remercier pour toutes les années que tu as passées là, parce que ce qu'on a aujourd'hui, mais ça dépend de ceux qui ont passé avant, mais tu étais là avec M. Bernier, avec M. Réaume, tous des gens... Ma contribution, j'en suis fier, mais j'étais bien entouré, et une bonne équipe. Il y a encore quelques personnes qui y sont, que je croise à l'occasion. C'était les plus belles années professionnelle de ma vie, c'est clair. Puis l'opportunité que j'ai eue en 88, je l'ai saisie. Ça a relativement bien été. J'ai fait 21 ans.